Ils n'avaient ni la roue, ni le métal, ni de grands arbres. Et pourtant, ils ont déplacé des géants de pierre de plusieurs dizaines de tonnes sur des kilomètres, puis les ont tous renversés de leurs propres mains. Comment un peuple sans roue, sans métal et sans grands arbres a-t-il pu déplacer ces colosses? Et pourquoi les a-t-il ensuite renversés? Près de 1000 statues, taillées dans un seul volcan, dressées face aux terres, le dos tourné à l'océan, sur l'île habitée la plus isolée de la planète, à plus de 2000 kilomètres de toute autre terre. Pour comprendre l'énigme, il faut d'abord poser le pied sur ce point minuscule perdu au milieu du Pacifique. Le 18e jour d'avril de l'an 1722, un dimanche de Pâques, le navigateur néerlandais Jacob Roggeveen aperçoit à l'horizon une masse sombre qui n'existe sur aucune de ses cartes. Il ne le sait pas encore, mais il vient de trouver l'endroit habité le plus reculé de la surface du globe. Ce qu'il voit en approchant du rivage le laisse sans voix. Sur la côte se dressent des silhouettes colossales, immobiles, alignées, qui semblent fixer l'intérieur des terres. Des figures de pierre plus hautes que 3 hommes debout l'un sur l'autre. Et autour d'elles, une population qui se prosterne, allume des feux et prie devant ces visages muets. Roggeveen consigne la scène dans son journal de bord avec une prudence de marin. Il ne comprend pas ce qu'il regarde. Personne pendant les 3 siècles suivants ne comprendra vraiment. Car la première énigme de cette île n'est pas la statue, c'est l'île elle-même. Il faut mesurer ce que signifie l'isolement de ce lieu. La terre habitée la plus proche se trouve à plus de 2000 kilomètres. Vers l'est, il faut franchir près de 3700 kilomètres d'océan ouvert avant d'atteindre la côte de l'Amérique du Sud. Aucune fumée à l'horizon, aucune voile, aucun rivage. Rien qu'une eau qui roule jusqu'au bord du ciel, sans le moindre lambeau de terre pour arrêter le regard. On appelle parfois cet endroit le nombril du monde. Ceux qui l'ont peuplé lui donnaient un nom qui dit exactement cela, le nombril de la terre, le centre de tout, précisément parce qu'il n'y avait rien d'autre autour. Se tenir aujourd'hui au bord de ces falaises volcaniques, c'est comprendre ce mot dans sa chair. La roche est noire, coupante, née du feu. Les vagues s'y fracassent en gerbes blanches, et le vent ne cesse jamais. Il vient de partout à la fois, chargé de sel. Face à l'horizon, on ne voit que l'eau, immense, indifférente, qui se referme de tous côtés. Le sentiment qui monte alors n'est pas la beauté, c'est le vertige de la distance. La certitude physique d'être au bout de quelque chose. Et une question qui s'impose d'elle-même, sans qu'on l'ait cherchée. Qui a bien pu venir jusqu'ici? Et comment? La réponse tient dans un exploit que l'on a longtemps sous-estimé. Vers l'an 1200 de notre ère, des navigateurs polynésiens ont abordé cette côte au terme d'une traversée que l'esprit peine à concevoir. Ils ne disposaient ni de boussole, ni de carte, ni d'instruments d'aucune sorte. Ils lisaient la houle sous la coque de leur pirogue, la direction du vol des oiseaux au crépuscule, la position des étoiles au fil des saisons. Ils venaient d'une lignée de marins qui, depuis 3000 ans, avaient conquis les archipels du Pacifique un par un, sautant d'île en île à travers des milliers de kilomètres d'océan. Ce peuple comptait parmi les plus grands navigateurs que l'humanité ait jamais portés. Et cette île fut leur limite extrême, le point le plus oriental qu'ils atteignirent, le dernier caillou au bord du vide. Ce détail change tout le regard que l'on porte ensuite sur les statues. Ceux qui ont taillé et déplacé ces colosses n'étaient pas des primitifs échoués par hasard sur un rocher. C'étaient les héritiers d'une intelligence maritime prodigieuse, des gens capables de calculer une route à travers l'immensité et de la tenir pendant des semaines. L'énigme des géants de pierre commence là, dans cette évidence trop souvent oubliée. Ce que l'on va voir n'est pas l'œuvre d'un miracle ni d'un hasard, c'est l'œuvre d'ingénieurs. L'île qu'ils découvrent alors ne ressemble pas à celle d'aujourd'hui. Le paysage que voient les premiers visiteurs européens est nu, balayé par le vent, presque sans arbres. Mais lorsque les Polynésiens y débarquent, un manteau de palmiers géants couvre les pentes. Une forêt entière, aujourd'hui disparue, qui deviendra plus tard le cœur d'une des plus grandes controverses de l'archéologie moderne. Pour l'instant, il suffit de retenir ceci. L'île offrait à ses premiers habitants un territoire minuscule, un triangle de terre volcanique de quelques kilomètres de côté, coincé entre 3 volcans éteints. Un espace clos, fini, dont on fait le tour en une journée de marche. Et c'est dans cet espace,
isolée du reste de l'humanité par des milliers de kilomètres d'eau, qu'une civilisation va inventer, seule, sans modèle, sans voisin, l'un des programmes de construction les plus ambitieux du monde ancien. Le sol lui-même dicte les règles du jeu. La terre est pauvre, volcanique, gorgée de pierres. Il n'y pousse pas grand-chose sans effort. Pour se nourrir, les habitants vont mettre au point une technique d'une ingéniosité remarquable. Ils brisent la roche à la main, en dispersent les éclats dans le sol et créent ainsi de vastes jardins de pierre. Les fragments protègent la terre du vent, retiennent l'humidité de la nuit, libèrent lentement les minéraux que réclament les cultures. Sur cette poussière volcanique, ils font pousser la patate douce, l'igname, le taro. Ce détail, en apparence agricole, sera plus tard une pièce maîtresse de l'enquête, car la surface de ces jardins de pierre permet d'estimer combien de personnes l'île pouvait réellement nourrir. Et ce chiffre, on le verra, contredira frontalement tout ce que l'on croyait savoir sur cette population. Mais revenons aux silhouettes qui attendent sur la côte. Elles portent un nom, Moai. Elles sont près de 1000, éparpillées sur tout le pourtour de l'île, taillées à plus de 95% dans la pierre d'un seul et même volcan. Elles mesurent en moyenne un peu plus de 4 mètres, la hauteur d'une girafe adulte, et pèsent chacune autour de 12 à 14 tonnes, le poids de 2 éléphants. La plus grande jamais dressée atteint près de 10 mètres et 82 tonnes, l'équivalent d'un camion de transport pleinement chargé. Et il en existe une, restée inachevée dans la roche, qui aurait culminé à près de 22 mètres pour un poids estimé entre 145 et 165 tonnes. Un colosse que ses créateurs eux-mêmes n'ont probablement jamais eu l'intention de faire bouger. Voilà le paradoxe dans toute sa nudité. Ces statues n'ont pas été dressées près de la carrière où on les taillait pour épargner l'effort. Elles ont été transportées sur des kilomètres, jusqu'au rivage, à travers un terrain de lave accidenté, cassant, hostile. Un peuple qui ne connaissait ni la roue, ni le moindre outil de métal, ni aucun animal de trait, a réussi à mettre en mouvement des masses de pierre de plusieurs dizaines de tonnes. Et il l'a fait non pas une fois, mais des centaines de fois, pendant près de 5 siècles sans interruption. 300 ans durant, les savants venus d'Europe ont refusé de croire à l'explication que les habitants eux-mêmes offraient depuis toujours. Cette explication tenait en un seul mot, un mot que l'on tenait pour une jolie légende, une image poétique sans valeur scientifique. Les insulaires disaient que les statues étaient venues seules jusqu'à leur place, qu'elles avaient marché. On souriait de cette idée. On cherchait des rondins, des cordages, des foules d'hommes tirant à l'horizontale. On cherchait partout, sauf dans la réponse que l'on avait sous les yeux depuis le premier jour. Et pourtant, cette réponse était la bonne. Il aura fallu attendre le 21e siècle et une démonstration menée corde en main pour que la science finisse par donner raison à la tradition orale de l'île. Ce que ces géants avaient réellement fait pour rejoindre l'océan dépasse tout ce que l'on avait osé imaginer. Et pour le comprendre, il faut d'abord retourner à l'endroit exact où ils sont nés. Un cratère silencieux, à flanc de volcan, où des centaines de visages inachevés dorment encore aujourd'hui dans la pierre, exactement là où les mains de leurs sculpteurs les ont abandonnés. À flanc du volcan Rano Raraku, dans le silence d'un cratère éteint, dorment plusieurs centaines de visages. Ils émergent de la pente à mi-corps, penchés selon des angles étranges, certains presque couchés, d'autres dressés vers le ciel, le menton relevé comme s'ils guettaient quelque chose. Le voyageur qui découvre les lieux pour la première fois croit assister à une scène figée en plein mouvement, un chantier abandonné entre deux gestes, où les ouvriers seraient partis un matin sans jamais revenir, laissant leurs œuvres à dominer dans la roche. Le vent traverse le cratère et fait siffler l'herbe rase. Des oiseaux marins tournent au-dessus des bords. Et partout, ces têtes de pierre qui semblent surgir de la terre, comme si le sol lui-même enfantait des géants. C'est ici, sur ce seul flanc de montagne, que tout a commencé. La quasi-totalité des colosses de l'île sont sortis de cette unique carrière. Plus de 9 sur 10 ont été taillés dans la chair de ce volcan et nulle part ailleurs. Rano Raraku fut la matrice, l'atelier central, le ventre de pierre d'où est née toute une civilisation de statues. Comprendre les géants, c'est d'abord comprendre cette montagne et la matière prodigieuse dont elle est faite. Car le choix du lieu n'a rien d'un hasard. La roche de Rano Raraku n'est pas une pierre ordinaire. C'est un tuf volcanique, une cendre compressée par le temps en une masse tendre, presque docile sous l'outil. Fraîchement extraite, elle se laisse entamer avec une facilité déconcertante, comme un bois dur ou une craie compacte.
Voilà le premier secret de l'affaire. Ces sculpteurs n'attaquaient pas le granit ni le basalte massif. Ils travaillaient une matière qui leur cédait, qui acceptait la lame, qui permettait de dégager en quelques semaines la silhouette entière d'un être de plusieurs mètres. Sans cette pierre-là, l'aventure entière eût été impossible. La géologie de l'île a rendu le rêve réalisable. Restait l'outil. Et sur ce point, les fouilles ont livré une réponse écrasante. Le sol de la carrière est jonché de milliers d'objets de pierre taillés, des instruments courts et lourds appelés toki, façonnés dans un basalte bien plus dur que le tuf. On en a retrouvé par milliers, éparpillés au pied des statues inachevées, là où les mains qui les tenaient les avaient posées. Aucun métal, jamais. Pas la moindre trace de bronze ou de fer, pour la simple raison qu'il n'y en avait pas sur l'île, et qu'il ne pouvait pas y en avoir. Toute la sculpture de ces colosses s'est faite à la pierre contre la pierre, à la force du poignet, par percussion et par abrasion patiente. Un basalte dur mordant un tuf tendre, coup après coup, pendant des générations. Le geste lui-même se lit encore dans la roche. Le sculpteur ne détachait pas d'abord un bloc pour le travailler ensuite. Il faisait l'inverse. Il dégageait la statue à même la paroi du volcan, de face, sculptant directement le visage, le nez, les arcades, le torse, les bras repliés dans le flanc vivant de la montagne. La figure naissait allongée, couchée sur le dos dans son berceau de pierre, encore reliée à la roche-mère par une longue arête dorsale, une sorte de quille qui la retenait par le dos. Ce n'est qu'à la toute fin, quand la face et le corps étaient achevés jusqu'au dernier détail, que l'on brisait cette dernière attache pour libérer le géant et le faire glisser vers le bas de la pente. Une méthode qui ne pardonnait rien. Le moindre défaut de la pierre, la moindre veine trop dure rencontrée en cours de route, et des mois de travail se trouvaient condamnés. C'est précisément ce que révèle l'examen minutieux de la carrière. En l'an 2025, une équipe a entrepris de cartographier le site tout entier au moyen d'un drone, en assemblant plus de 11 000 clichés en un modèle en 3 dimensions d'une précision inédite. Le résultat a dessiné le portrait le plus complet jamais obtenu de cet atelier géant. 426 statues à des stades d'achèvement différents. 341 ébauches simplement dégrossies, encore prisonnières de la paroi. Et 133 emplacements vides, des lits de pierre d'où une statue avait un jour été extraite avant de partir vers l'océan. Chaque niche raconte une histoire. Certaines figures ont été menées à leur terme puis emportées. D'autres ont été abandonnées en cours de taille, souvent parce que le ciseau avait buté sur un nodule de roche trop dur, un caprice du volcan qui ruinait tout l'ouvrage. D'autres encore n'ont peut-être jamais été destinés à quitter les lieux. Longtemps, cette accumulation de géants échoués a nourri le vertige. On y a vu la preuve d'un cataclysme, l'image d'un peuple foudroyé en plein élan, lâchant ses outils dans la panique d'une fin brutale. La scène était trop belle pour ne pas séduire. Un chantier interrompu net, des sculpteurs fuyant une catastrophe, des statues abandonnées à jamais dans la roche. Mais le modèle en 3 dimensions raconte une toute autre histoire, moins dramatique et bien plus humaine. Ce que l'on prenait pour la trace d'une agonie n'est que le désordre normal d'une immense entreprise en pleine activité. Toute carrière du monde, à toute époque, présente ce même paysage d'ébauche, de rebut et de pièces en attente. Le rebut fait partie du métier. Un atelier qui travaille laisse forcément derrière lui des ouvrages ratés et des chantiers en cours. Ce que l'on lisait comme une mort collective n'était que le visage ordinaire du travail. Une seule question demeurait suspendue au-dessus de tout cela. Si la pierre était tendre, si les outils abondaient, si le geste était maîtrisé, alors pourquoi tant de statues étaient-elles restées là, plantées dans la pente, à mi-corps dans le sol du cratère, comme oubliées? La réponse a fini par surgir de la terre elle-même, et elle a bouleversé l'image la plus répandue de toute l'île. Car ces silhouettes que le monde entier connaît, ces têtes massives émergeant du sol, ne sont pas des têtes. Ce sont des corps entiers, ensevelis jusqu'aux épaules. Pendant des siècles, on a cru que les géants de Rano Raraku se réduisaient à d'énormes visages posés sur l'herbe. L'image a fait le tour du monde, imprimée sur d'innombrables photographies, gravée dans l'imaginaire collectif. Elle était fausse. Sous la surface, invisible à l'œil, se cachait à chaque fois un torse complet. Les fouilles menées dans le cratère ont dégagé ces corps enfouis et révélé ce que la terre dissimulait. Des bustes entiers, des bras plaqués contre les flancs, des mains fines aux longs doigts refermés au-dessus du ventre, et sur le dos, dissimulés depuis des générations, des motifs gravés, des spirales, une ceinture ciselée dans la pierre,
tout un langage de symboles que nul n'avait vu depuis des siècles. Ce qui les avait ensevelis n'était pas une main humaine, mais le temps lui-même. Siècle après siècle, l'érosion du volcan avait fait glisser terre et sédiments le long de la pente, ensevelissant peu à peu les corps dressés, ne laissant dépasser que les têtes. Les géants ne s'étaient pas enfoncés. C'est la montagne qui était montée autour d'eux, lentement, comme une marée de poussière, jusqu'à les enterrer debout. Se tenir aujourd'hui parmi ces figures, c'est éprouver quelque chose qui dépasse la simple curiosité. Le tuf a pris avec les âges une teinte grise et douce, veloutée par les lichens. Les visages sont longs, les nez droits et fiers, les lèvres serrées en une expression qui n'appartient qu'à eux, ni sourire ni colère, une gravité minérale. Sous la lumière rasante du matin, leurs traits se creusent d'ombre et paraissent presque respirer. On marche entre eux comme entre des vivants surpris dans leur sommeil. Le sol garde encore, çà et là, l'empreinte du chantier. Une ébauche à peine dégrossie ici, un dos inachevé encore soudé à la paroi là-bas, une lame de basalte oubliée au pied d'un géant. Tout est resté en place, figé dans l'instant précis où le travail s'est arrêté. La carrière n'est pas un cimetière, c'est un atelier que ces ouvriers viennent tout juste de quitter et qui attend encore leur retour. De cet atelier sont sortis, un par un, tous les colosses de l'île. Ils naissaient là, couchés dans la pierre, le visage tourné vers le ciel, reliés à la montagne par leur dernière arête de tuf. Puis on les libérait, on les redressait, et alors commençait le plus grand des mystères. Il fallait les conduire jusqu'à la mer, à des kilomètres de là, à travers un terrain de lave hérissé et cassant. Des masses de plusieurs dizaines de tonnes, sans roues, sans bête de somme, sans le moindre madrier de métal. Le géant était né. Il lui restait à faire le plus impensable de tous les voyages. Il existe, disséminés à travers l'île, des géants tombés. Ils gisent le long d'anciens chemins, loin de la carrière, loin des rivages, immobilisés à mi-parcours entre leur naissance et leur destination. Certains reposent le visage contre la terre, comme abattus en pleine course. D'autres sont couchés sur le dos, tournés vers le ciel. Ils n'ont jamais atteint la côte. Ils sont restés là où ils sont tombés, il y a des siècles, et personne n'est venu les relever. Ces colosses échoués en chemin ne sont pas un détail, ils sont la scène de crime. Chacun d'eux marque l'endroit exact où un transport a échoué, où quelque chose s'est brisé, où le voyage impossible s'est arrêté net. Et pendant longtemps, ils n'ont fait qu'épaissir le mystère au lieu de l'éclairer. Car le problème, posé froidement, confine à l'absurde. Sur cette île, il n'y avait pas de roue, pas la moindre. Aucun animal de trait non plus, ni bœuf, ni cheval, rien qui pût tirer une charge. Aucun métal pour forger un essieu, un levier renforcé, un anneau solide. Et il fallait pourtant déplacer des masses de pierre pesant en moyenne 12 à 14 tonnes, parfois bien davantage, sur des distances qui atteignaient plusieurs kilomètres. Le plus lourd des géants jamais dressés sur une plateforme pèse 86 tonnes. Le mettre en mouvement revient à vouloir déplacer à la seule force des bras l'équivalent d'une dizaine d'automobiles soudées ensemble. Et cela, non pas une fois par prouesse isolée, mais des centaines de fois, méthodiquement, à travers un terrain de lave coupant et instable. Face à une telle démesure, les esprits se sont mis en quête d'une explication rationnelle. Et tous, pendant près de 3 siècles, ont buté sur la même image. Puisqu'une statue est lourde et haute, il fallait forcément la coucher pour la déplacer. On l'imaginait allongée sur le dos, ligotée sur un traîneau de bois, glissant sur un tapis de rondins que des fils d'hommes faisaient rouler sous elle. Une foule tirant sur des cordages, ahanant en cadence, allant le géant couché à travers la plaine. Cette vision paraissait couler de source. Elle avait la logique du bon sens. Elle avait aussi un défaut mortel. Elle exigeait du bois, beaucoup de bois. Des troncs par centaines, abattus, taillés, remplacés à mesure qu'ils se broyaient sous la charge. Et c'est là que l'hypothèse a fait naître, presque à elle seule, l'un des récits les plus sombres jamais racontés sur cette île. Si l'on avait couché et roulé les statues sur des rondins, alors il avait fallu raser la forêt pour les déplacer. Les palmiers géants qui couvraient autrefois les pentes auraient été sacrifiés un par un, abattus par milliers, pour nourrir cette gigantesque machine de transport. Chaque colosse conduit vers la côte aurait coûté une portion de forêt. À force de statues, l'île entière se serait dénudée, condamnant ses habitants à un désastre qu'ils auraient provoqué de leurs propres mains. L'obsession de la pierre aurait dévoré le bois, et le bois manquant aurait tout emporté. Le géant, dans ce récit, devenait le bourreau de sa propre civilisation.
Cette histoire a longtemps eu force de vérité. Elle sera plus tard démontée pièce par pièce. Pour l'instant, elle suffit à mesurer le poids que l'on faisait peser sur la simple question du mouvement. Toute une théorie du suicide collectif reposait sur l'idée que l'on avait traîné les statues couchées. Mais les géants tombés le long des chemins refusaient de se plier à cette version. Quand on les examinait de près, ils racontaient autre chose. Les chercheurs se sont penchés sur la manière précise dont ces colosses gisaient au sol, et un détail les a arrêtés. La chute obéissait à une règle. Sur les portions de chemin qui descendaient, les statues étaient tombées vers l'avant, le visage projeté au sol. Sur les portions qui montaient, elles étaient tombées vers l'arrière, renversées sur le dos. Ce schéma n'avait rien d'un hasard. Une statue couchée sur un traîneau, tractée à l'horizontale, ne peut pas basculer de la sorte, ni vers l'avant, ni vers l'arrière, puisqu'elle est déjà à plat. Pour tomber ainsi, dans un sens en descente et dans l'autre en montée, il fallait qu'elle fût debout, verticale, en équilibre. Les géants n'étaient pas tombés d'un traîneau, ils étaient tombés de leur propre hauteur. Un second indice a fini de fissurer l'ancienne image, les chemins eux-mêmes. En cartographiant les voies que suivaient les statues, on a découvert qu'elles n'avaient rien d'aléatoire. Elles mesuraient environ 4,5 mètres de largeur, une régularité surprenante. Et surtout, leur profil n'était pas plat. La surface se creusait en cuvette, légèrement concave d'un bord à l'autre, comme un long chenal peu profond courant à travers le paysage. Pour traîner un traîneau, on aplanit une piste, on la veut lisse et dure, on ne la creuse pas en gouttière. Cette concavité ne servait à rien pour du halage horizontal. Elle ne prenait de sens que si l'objet transporté se tenait debout et menaçait sans cesse de verser sur les côtés. La forme même de la route trahissait la posture de la statue. Le chemin avait été conçu pour retenir quelque chose de vertical et d'instable, non pour faire glisser quelque chose de couché. Restait la voie que l'on avait le plus longtemps ignorée, celle des habitants eux-mêmes. Depuis toujours, leur tradition orale disait une seule et même chose, transmise de génération en génération à travers les siècles et les catastrophes. Les statues, affirmait-il, étaient venues seules jusqu'à leur place. Elles avaient marché. Le mot était là, intact, répété sans faiblir. Aucun récit ne parlait de traîneaux, de rondins, de foules allant des colosses couchés. Aucun ne mentionnait de radeaux ni de transport par la mer. La mémoire de l'île ne connaissait qu'un seul verbe pour dire le voyage des géants. Ils avaient marché. Les savants venus d'ailleurs avaient tenu ce mot pour une métaphore, une image naïve, un ornement de conteur. Ils cherchaient une explication d'ingénieur et refusaient de croire que la réponse pût se cacher dans un verbe aussi simple. Se tenir aujourd'hui sur l'un de ces anciens chemins, c'est ressentir physiquement le poids de l'énigme. Le sol ondule doucement sous les pas, marqué encore par le passage des géants. De part et d'autre gisent les colosses vaincus, à demi enfouis dans l'herbe, le visage tourné vers la terre ou vers le ciel. Le vent court sur la plaine sans rencontrer d'obstacle. Il n'y a plus de forêt pour l'arrêter, plus d'ombre, plus de bruit que celui de l'air sur la pierre. On marche entre ces figures immobiles avec le sentiment étrange d'avoir interrompu un cortège. Comme si les statues, un instant plus tôt, avançaient encore, et qu'un signal invisible les avait toutes figées à la fois, en pleine progression. Le mouvement est là, partout, suspendu, palpable, mais arrêté depuis des siècles. Tout, désormais, désignait la même réponse, la façon dont les géants étaient tombés, vers l'avant en descente et vers l'arrière en montée, la forme creuse et étroite des chemins, taillée pour un objet debout, la mémoire tenace d'un peuple qui n'avait jamais dit autre chose. 3 faisceaux d'indices convergeaient vers une conclusion que l'on avait écartée pendant 300 ans parce qu'elle paraissait trop belle, trop simple, presque enfantine. Ces masses de plusieurs dizaines de tonnes, sans roues, sans métal, sans bête de trait, on ne les avait ni couchées, ni roulées, ni traînées. On les avait dressées et mises en marche. Un peuple sans machine avait trouvé le moyen de faire tenir debout des colosses de pierre et de les conduire, pas à pas, à travers l'île. Il ne manquait plus qu'une chose pour transformer cette conviction en certitude, la preuve. Non pas un raisonnement, non pas une convergence d'indices, mais la démonstration physique que la chose était possible. Qu'un colosse de pierre de plusieurs tonnes pouvait réellement, corde en main, se lever et avancer. Sur un vaste terrain dégagé, une équipe de 18 personnes se tient de part et d'autre d'un colosse de pierre. La statue est debout, dressée à la verticale, plus haute qu'un homme, une masse de 4 tonnes et 35 centièmes reproduite au plus près d'un géant véritable. 3 cordages en partent,
l'un vers l'arrière pour la retenir, deux autres vers les côtés, tenus par deux groupes qui se font face. Un ordre est lancé. Le groupe de gauche tire d'un coup sec. La statue s'incline, bascule sur l'arête de sa base et son pied droit avance d'un pas. Aussitôt, le groupe de droite répond. Le colosse verse de l'autre côté, pivote, et son pied gauche mord la terre à son tour. Puis la gauche encore, puis la droite, dans un balancement régulier qui s'installe et prend son rythme. La chose impensable est en train de se produire sous les yeux de tous. Le géant de pierre marche. En 40 minutes, ces 18 personnes ont conduit la statue sur 100 mètres, sans roue, sans machine, sans le moindre madrier de métal. Rien que des cordes, des bras et une cadence. Ce que 3 siècles de savants avaient tenu pour une légende venait de se dérouler en plein jour, mesuré, filmé, chronométré. La tradition orale de l'île avait raison depuis le premier jour. Les statues ne s'étaient pas traînées, elles avaient marché. Voilà le fait qui renverse toute l'histoire de cette île. On a longtemps cru que déplacer ces colosses exigeait des foules d'hommes, des forêts entières abattues, des efforts si démesurés qu'ils auraient épuisé un peuple tout entier. La réalité est exactement l'inverse. Il ne fallait ni multitude, ni forêt, ni ruines. Il fallait 18 personnes, quelques cordes et une idée d'une intelligence stupéfiante. Ce basculement mérite qu'on s'y arrête un instant. Si cette démonstration vous saisit autant qu'elle a saisi ceux qui l'ont vécu, prenez une seconde pour soutenir ce travail d'un geste simple. Un pouce levé aide cette enquête à trouver d'autres regards. Reprenons, car il reste à comprendre comment une telle prouesse est seulement possible. Le secret ne tient pas dans la force, il tient dans la forme. Et c'est ici que se révèle le vrai génie des sculpteurs de l'île. Ceux qui ont taillé ces géants ne cherchaient pas seulement à façonner un visage, ils dessinaient dans la pierre même une machine à marcher. Les statues destinées au voyage ne ressemblaient pas à celles qui finiraient dressées sur une plateforme. Elles étaient différentes, et cette différence était calculée. Leur base n'était pas plate mais arrondie, taillée en forme de dé, une semelle courbe qui permettait à la masse de rouler d'un bord à l'autre au lieu de reposer à plat. Et surtout, le corps entier penché vers l'avant, incliné de 5 à 15 degrés par rapport à la verticale. Ce déséquilibre n'était pas un défaut, c'était le cœur du mécanisme. Une statue penchée vers l'avant se trouve en instabilité permanente. Son centre de gravité se tient au bord de sa base, prêt à basculer. Il suffit alors d'une traction latérale, d'un côté puis de l'autre, pour la faire tomber non pas au sol, mais toujours en avant, d'un pied sur l'autre, dans une chute perpétuelle et maîtrisée. Chaque oscillation la fait avancer d'un pas. Le colosse ne lutte pas contre son poids, il s'en sert. La pesanteur qui devrait le clouer au sol devient le moteur même de sa marche. Ceux qui tiennent les cordes ne soulèvent rien. Ils ne font qu'orienter une chute, encore, et le géant progresse presque seul. La force n'est requise qu'au tout début, pour lancer le balancement. Une fois le rythme trouvé, l'effort devient étonnamment léger, au point que les tireurs ne halent plus que d'un seul bras. Tout, alors, se met en place et prend un sens éclatant. La forme en D de la base, que l'on n'avait jamais su expliquer, devient le berceau roulant du mouvement. L'inclinaison vers l'avant, que l'on prenait pour un choix esthétique, devient le principe actif du transport. Le tracé creux des chemins, cette gouttière peu profonde courant à travers l'île, se révèle être une pièce du dispositif, une rigole qui contient le balancement et empêche le géant de verser sur le côté. La route et la statue formaient un seul et même système, pensé d'un bloc. Le chemin n'était pas une simple piste, il était la moitié de la machine. Et les géants tombés le long des voies cessent enfin d'être un mystère pour devenir une preuve. Leur manière de choir, vers l'avant dans les descentes, vers l'arrière dans les montées, correspond exactement à ce qui arrive à un objet dressé et penché quand le balancement se dérègle sur une pente. Une statue couchée ne peut pas tomber ainsi. Une statue qui marche, oui. Chaque colosse échoué en chemin porte, inscrite dans sa chute, la signature du mouvement vertical. Ils ne gisent pas parce qu'on les avait couchés, ils gisent parce qu'ils marchaient, et qu'un jour le pas s'est brisé. Il faut se représenter la scène telle qu'elle se jouait alors. Un géant de pierre haut de plusieurs mètres, dressé contre le ciel, oscillant lentement d'un flanc sur l'autre dans un craquement sourd de cordages tendus. À chaque bascule, un choc mat quand la base mord la terre, puis le crissement du tuf contre le sol du chemin. De part et d'autre, 2 files de gens arc-boutés,
tirant en cadence, reprenant leur souffle entre deux tractions. Et le colosse qui avance, imperturbable, dans un dandinement massif et régulier, comme un être vivant que rien ne presse. Vu de loin, sans comprendre le mécanisme, le spectacle devait tenir du prodige. Une statue qui se déplace seule, debout, à travers la plaine, sans que personne ne la porte. On comprend que la mémoire de l'île n'ait gardé qu'un seul mot pour décrire cela. Marcher. Aucun autre verbe n'était juste. Ce que révèle cette découverte dépasse la seule question du transport. Elle change le regard que l'on porte sur ce peuple tout entier. Là où l'on voyait une dépense insensée d'efforts, un gaspillage qui aurait précipité une civilisation vers sa perte, on découvre au contraire une économie remarquable. La méthode de la marche exigeait peu de bras, peu de matière, presque pas de bois. Elle ne dévorait pas la forêt, elle ne ruinait personne. Elle témoignait d'une compréhension intuitive et profonde de l'équilibre, du centre de gravité, de la mécanique des masses, bien avant que ces notions n'aient reçu le moindre nom. Ceux qui ont conçu ces géants marcheurs n'étaient pas les artisans d'une folie autodestructrice. C'étaient des ingénieurs, au sens le plus rigoureux du terme, qui avaient résolu un problème colossal avec une élégance que la science moderne n'a fait que rattraper. La réponse à la question posée depuis le premier instant se dessine enfin dans toute sa clarté. Un peuple sans roues, sans métal et sans grands arbres a déplacé des géants de plusieurs dizaines de tonnes, non par la force brute, mais par l'intelligence, en taillant dans la pierre une forme qui portait en elle son propre mouvement, en transformant le poids en allié, en faisant marcher la montagne. La première moitié de l'énigme est résolue. Ces colosses ont bel et bien rejoint la côte par leurs propres pas, guidés par la main de leur créateur. Mais une fois parvenus au terme de leur marche, dressés enfin le long des rivages, ces géants n'ont pas fait face à l'océan qui les avait vus arriver. Ils lui ont tourné le dos. Tous, ou presque, se sont détournés de la mer pour fixer l'intérieur des terres, comme s'ils cherchaient à voir quelque chose que l'eau ne pouvait leur offrir. Et cette orientation, aussi délibérée que leur marche, cache le véritable sens de ces colosses de pierre. Sur la côte, une longue plateforme de pierre porte une rangée de géants alignés épaule contre épaule. Ils dominent le rivage, immense, tourné vers l'île. Derrière eux, à quelques pas seulement, l'océan se déchaîne. Les vagues frappent la roche noire, la houle gronde sans relâche, l'écume monte jusqu'au pied des colosses. Et pourtant, aucun de ces géants ne regarde la mer. Tous lui ont tourné le dos. Ils fixent les terres, les pentes intérieures, l'endroit où vivaient les hommes. La mer immense, le danger, l'inconnu qui les avait vus arriver, tout cela se déroule dans leur dos, ignoré. Leur attention entière se porte ailleurs, vers l'intérieur, vers quelque chose que l'eau ne contenait pas. Cette orientation a longtemps déconcerté. L'instinct souffle qu'une statue dressée face à l'océan monterait la garde, surveillerait l'horizon, protégerait l'île des menaces venues du large. On se figure volontiers ces colosses en sentinelle, scrutant les flots à la recherche de voiles ennemies ou de tempêtes. L'image est belle, mais elle est fausse de bout en bout. Presque tous les géants postés sur les plateformes du littoral tournent le dos aux vagues. Ils ne surveillent pas la mer, ils ne défendent pas le rivage contre ce qui pourrait en surgir. Leur regard se détourne délibérément de l'océan pour se poser sur la terre habitée, sur les champs, sur les villages, sur les vivants. Pour comprendre ce choix, il faut cesser de voir en ces statues des gardiens et commencer à y voir des ancêtres. Car les géants de l'île ne représentaient pas des dieux lointains ni des forces de la nature, ils incarnaient des hommes, des chefs, des fondateurs de lignées, des figures vénérées d'un clan, morts puis élevés au rang d'êtres sacrés. Chaque colosse dressé sur une plateforme était le portrait monumental d'un aïeul, une présence de pierre chargée de veiller sur ses descendants. Les habitants de l'île avaient un nom pour ces visages. Ils les appelaient les faces vivantes. Non pas des images inertes, non pas des monuments de commémoration, mais des présences agissantes, des ancêtres rendus éternels dans le tuf, dont les yeux se posaient encore sur ceux de leur sang. Voilà pourquoi ils tournent le dos à la mer. Un ancêtre ne regarde pas l'horizon vide, il regarde les siens. Il fait face à ses enfants, à leur maison, à leur culture, à la terre qu'il leur a laissée. Sa place n'est pas de guetter le large, mais de couvrir de son regard le territoire de son clan. Chaque plateforme marquait ainsi le domaine d'une lignée, et les géants qui la surmontaient veillaient vers l'intérieur,
embrassant du regard le monde des vivants qu'ils étaient censés protéger. La mer, dans leur dos, ne les concernait pas. Leur royaume était la terre et ceux qui l'habitaient. Ce que ces ancêtres de pierre étaient supposés dispenser portait aussi un nom, une force invisible, une puissance sacrée qui circulait entre les morts et les vivants, entre les êtres et les choses. Les géants en étaient les réservoirs et les vecteurs. Par leur présence tournée vers les champs et les demeures, ils déversaient cette énergie protectrice sur la communauté, garantissaient la fertilité de la terre, la prospérité des récoltes, la continuité de la lignée. Plus le clan érigeait de statues, plus il en dressait de hautes, plus il affirmait la puissance de ses ancêtres et la vigueur de la force qu'il dispensait. Les colosses n'étaient pas de simples monuments à la mémoire des défunts. Ils étaient des machines spirituelles, des relais entre l'invisible et le monde, plantés au bord de la terre pour arroser les vivants d'une bénédiction perpétuelle. Cette lecture éclaire d'un jour nouveau la profusion même des statues. Il ne s'agissait pas d'un caprice ni d'une obsession absurde. Chaque clan rivalisait avec ses voisins dans un langage de pierre. Ériger un géant, c'était honorer un aïeul, mais aussi proclamer la force et le rang de sa lignée face aux autres. Les plateformes se dressaient tout le long des côtes, chacune marquant un territoire, chacune veillée par ses propres ancêtres tournés vers l'intérieur. L'île entière devenait une mosaïque de domaines, une carte de pierre où chaque famille inscrivait sa présence et sa puissance dans le visage monumental de ses morts. Il n'y avait pas de pouvoir central, pas de roi unique commandant à l'ensemble. Il y avait des clans, en compétition permanente, et cette rivalité même nourrissait la fabrique inlassable des géants. Se tenir aujourd'hui au pied de l'une de ces rangées, au petit matin, c'est saisir quelque chose de cette intention perdue. Le soleil se lève derrière les statues, du côté de l'océan, et les découpe en silhouettes noires contre le ciel qui pâlit. Leurs contours se détachent, massifs, immobiles, tandis que la lumière glisse peu à peu sur leur dos tourné vers le jour. Devant eux, dans l'ombre encore, s'étend la terre qu'ils fixent depuis des siècles. Le grondement des vagues monte de derrière, lourd, continu, tandis que face aux géants, tout est silence. On comprend alors, presque physiquement, que ces colosses n'ont jamais eu affaire à la mer. Ils sont tournés vers la vie, vers les hommes, vers le monde qui s'éveille sous leur garde. Le sentiment qui domine n'est pas la peur ni la menace. C'est une veille immense et paisible, une protection de pierre qui embrasse la terre entière. Et cette veille ne s'exerçait pas d'un seul bloc anonyme. Chaque géant portait des traits, une allure, une identité. Certains étaient plus grands, plus fins, plus soignés que d'autres. On distingue des styles, des mains différentes, des époques. Parmi les centaines de figures aux traits que l'on dit masculins, un petit nombre, une douzaine environ, présentent des caractères que l'on interprète comme féminins, énigme que les chercheurs discutent encore. Certaines statues s'écartent nettement du modèle commun, comme si les canons avaient évolué au fil des générations, comme si le visage des ancêtres s'était transformé à mesure que changeaient les croyances de ceux qui les taillaient. Ces géants n'étaient pas une armée uniforme, ils étaient une population, aussi diverse que les lignées qu'ils incarnaient. Ainsi se dessine le véritable sens de ces colosses. Ils n'étaient ni gardiens du rivage, ni idoles adressées à des dieux, ni décors sans fonction. Ils étaient les morts devenus éternels, dressés face aux vivants pour continuer à les protéger. Le peuple de l'île avait donné à ses ancêtres un corps de pierre plus haut que nature, l'avait installé au seuil de son monde et lui avait confié la garde silencieuse de la terre et des générations. Chaque plateforme était un autel, chaque statue une présence agissante, chaque regard tourné vers l'intérieur, une bénédiction figée dans le tuf. Mais un ancêtre de pierre, aussi imposant fût-il, n'était encore qu'une masse inerte tant qu'il n'avait pas été véritablement éveillé. Une statue achevée, dressée sur sa plateforme, ne vivait pas encore. Il manquait un dernier acte, une ultime opération sans laquelle le géant demeurait une simple pierre taillée. Il fallait lui ouvrir les yeux. Et le jour où on les lui donnait, le regard qui s'allumait alors sur son visage transformait à jamais le colosse muet en ancêtre vivant. Un géant achevé, dressé sur sa plateforme au bord de la terre, n'avait pas encore de regard. Là où l'on attend des yeux, il n'y avait qu'une cavité vide, une orbite creuse taillée dans le tuf, aveugle. La statue était complète, son visage était sculpté jusqu'au dernier trait, et pourtant, elle ne voyait rien. Elle demeurait une masse de pierre inerte, une enveloppe sans souffle. Car sur cette île,
Une chose achevée n'était pas pour autant une chose vivante. Il manquait au colosse l'acte ultime, celui qui séparait la pierre du sacré, le monument de l'ancêtre. Il fallait lui ouvrir les yeux, et ce geste, réservé à un instant précis, transformait à jamais le géant muet en présence agissante. Les orbites vides attendaient un regard, et ce regard était fait de mer et de feu. On façonnait les yeux à part, dans des matières choisies pour leur éclat. Le blanc de l'œil était taillé dans du corail, ce corail que l'océan déposait sur les récifs, poli jusqu'à devenir une sclérotique lumineuse. La pupille, elle, était faite d'obsidienne sombre ou de scorie rougeâtre, une pierre volcanique dont le noir profond ou le rouge éteint donnait au regard sa profondeur. Ses yeux n'étaient pas mis en place à la sculpture, ils étaient gardés pour la fin, pour un moment unique et solennel. Le jour où on les insérait enfin dans les orbites du géant, quelque chose basculait. Le colosse s'éveillait. Son regard s'allumait sur le monde. L'ancêtre, jusque-là endormi dans la pierre, ouvrait les yeux sur les siens et prenait vie. Il faut imaginer cet instant. La statue dressée, immense, encore aveugle, dominant la plateforme et la foule assemblée. Puis le corail glissé dans l'orbite, la pupille sombre posée en son centre, et soudain, le visage qui s'anime, qui se met à voir. Le regard du géant se posait alors pour la première fois sur la terre de son clan, sur les champs, sur les vivants venus assister à sa naissance. On croyait qu'à cet instant, la force sacrée affluait dans le colosse, le remplissait, faisait de lui un véritable ancêtre capable de veiller et de bénir. L'éveil n'était pas une métaphore, c'était l'acte fondateur, le passage de la pierre à la présence, du travail humain au sacré vivant. Un géant sans yeux n'était qu'un ouvrage. Un géant aux yeux ouverts était un aïeul. Mais le regard ne suffisait pas à parachever le colosse. Sur la tête de nombre de ces géants venait se poser une pièce supplémentaire, distincte, d'une couleur qui tranchait sur le gris du corps. Un énorme cylindre de pierre rouge, coiffant le sommet du crâne comme une couronne ou un chignon dressé. Cette coiffe n'était pas taillée dans le même tuf que la statue. Elle provenait d'une autre carrière, d'un gisement de roches rouges et poreuses, une scorie légère et vive dont la teinte évoquait peut-être la chevelure nouée des chefs ou une marque de rang et de dignité. Ces coiffes se comptaient parfois en dizaines de tonnes à elles seules, des blocs massifs qu'il fallait, après avoir dressé le géant, hisser jusqu'au sommet de sa tête. Poser une telle masse rouge à plusieurs mètres de hauteur sur un colosse déjà debout relevait d'un défi mécanique à part entière, une prouesse ajoutée à la prouesse. Se tenir face à un géant ainsi complété, achevé jusque dans ses moindres détails, c'est mesurer tout ce que l'on avait perdu de vue en le réduisant à une silhouette grise. La statue véritable n'était pas ce visage nu et fruste que l'érosion nous a légué, elle était bien plus. Un corps de tuf clair, poli, redressé sur son autel, une coiffe de pierre rouge sang couronnant sa tête. Et surtout, ce regard de corail et d'obsidienne, éclatant, presque vivant, qui accrochait la lumière et semblait suivre ceux qui passaient à ses pieds. Sous le soleil, le blanc du corail devait luire d'un éclat surnaturel, et la pupille sombre y creusait un puits de profondeur. Ces colosses n'étaient pas des monuments austères et muets, c'étaient des êtres flamboyants, colorés, au regard perçant, dressés au seuil du monde des vivants. L'image en noir et gris que nous en gardons est une ruine, l'ombre appauvrie d'une splendeur oubliée. Derrière cette splendeur se tenaient des hommes dont le savoir décidait de tout. La taille et l'éveil des géants n'étaient pas confiés à n'importe qui. Ils relevaient d'un cercle restreint de maîtres sculpteurs, détenteurs d'un art transmis et jalousement gardé. Une élite dont le statut égalait presque celui des chefs. Leur travail était entouré de règles, d'interdits, d'un secret rigoureux. On croyait qu'une faute commise durant la création d'un géant, un geste maladroit, une parole déplacée, un manquement au rite, pouvait offenser les esprits et empêcher l'ancêtre de s'éveiller. La réussite du colosse ne tenait pas qu'à l'habileté de la main, elle exigeait le respect scrupuleux d'un ordre invisible. Ces maîtres n'étaient pas de simples tailleurs de pierre, ils étaient les gardiens d'un pont entre les vivants et les morts, les seuls capables de conduire un bloc de tuf jusqu'au seuil du sacré. Leur science se lit encore dans la finesse des œuvres. Les mains longues et effilées refermées sur le ventre, les narines délicatement creusées, la ligne nette des sourcils, les motifs gravés au dos, ceinture et spirale chargées de sens, tout témoigne d'un métier maîtrisé jusqu'à l'obsession du détail. Rien n'était laissé au hasard. Chaque proportion obéissait à un canon,
Chaque trait répondait à une intention. Et si les statues destinées au voyage recevaient une forme calculée pour marcher, celles qui trônaient sur les plateformes recevaient au contraire tout le raffinement que réclamait un ancêtre voué à être contemplé de près, dans l'éclat de son regard et de sa coiffe. Le savoir de ses maîtres embrassait aussi bien la mécanique des masses que l'art du visage, aussi bien l'ingénierie que le sacré. Ainsi s'achevait la longue naissance d'un géant, extrait de la montagne, conduit debout jusqu'au rivage, dressé sur l'autel de son clan, couronné de pierres rouges, et enfin éveillé par un regard de corail et de feu. Au terme de ce parcours, le colosse n'était plus une œuvre, il était un ancêtre vivant, flamboyant, veillant sur les siens de ses yeux brillants, sa force sacrée déversée sur la terre et sur les vivants. Chaque plateforme portait désormais ses gardiens éveillés, tournés vers l'intérieur, couronnés de rouge, le regard fixé sur le monde qu'il protégeait. L'île entière rayonnait de cette présence, des centaines de géants aux yeux ouverts veillant sur des centaines de générations. Et pourtant, de toute cette splendeur, il ne reste presque rien. Les regards de corail ont disparu, arrachés ou brisés. Les coiffes rouges sont tombées et roulent aujourd'hui au pied des plateformes. Et les géants eux-mêmes, ces ancêtres éveillés que l'on croyait éternels, ont fini par être renversés. Tous, sans exception. Un jour vint où le peuple qui les avait dressés se retourna contre ses propres ancêtres et abattit un par un les colosses qu'il avait mis des siècles à faire vivre. Lorsque les navigateurs européens abordèrent les rivages de l'île au fil du XVIIIe siècle, ils virent encore des géants debout. Certains marins consignèrent des habitants se prosternant devant les colosses dressés, allumant des feux à leurs pieds, priant devant ces regards de corail. Le culte des ancêtres vivait encore. Mais un siècle plus tard, tout avait changé. Les voyageurs qui accostèrent alors ne trouvèrent plus une seule statue debout sur sa plateforme. Pas une. Tous les géants gisaient à terre, face contre le sol ou renversés sur le dos, leurs coiffes rouges roulées au loin, leurs regards de corail arrachés ou brisés. Les ancêtres que l'on croyait éternels avaient été abattus jusqu'au dernier. Et ce ne fut pas l'œuvre du temps ni d'une catastrophe venue du ciel, ce fut, pour une large part, l'œuvre des hommes eux-mêmes. Voilà le fait le plus déroutant de toute l'histoire de l'île. Ces colosses avaient coûté des siècles de labeur. On les avait extraits de la montagne, fait marcher jusqu'à la mer, dressés, couronnés, éveillés d'un regard sacré. On les avait vénérés comme les gardiens des lignées, les réservoirs de la force protectrice, les visages vivants des aïeux. Et pourtant, le peuple qui les avait faits se retourna contre eux. Il renversa ses propres ancêtres, précipita au sol les géants qu'il avait mis des générations à faire vivre. Cet acte, en apparence incompréhensible, cache la clé d'un bouleversement profond qui traversa l'île tout entière. Pour saisir ce retournement, il faut comprendre ce que promettaient les géants et ce qu'ils cessèrent de tenir. Le culte des ancêtres reposait sur un pacte tacite. Les colosses dispensaient la force sacrée, garantissaient les récoltes, la prospérité, la continuité du clan. En échange, on les honorait, on les nourrissait de prières, on érigeait des statues toujours plus hautes. Tant que la terre donnait et que les lignées prospéraient, le pacte tenait. Mais lorsque les temps se firent plus durs, lorsque les ressources se tendirent et que les rivalités entre clans s'envenimèrent, la promesse des ancêtres commença de sonner creux. Des géants toujours plus grands, toujours plus coûteux, cessaient de garantir ce pourquoi on les avait dressés. La foi dans leur pouvoir vacilla. Et quand un dieu ne tient plus ses promesses, les hommes se tournent vers un autre. Un nouveau culte monta alors, radicalement différent. À la place des ancêtres figés dans la pierre, veillant depuis leur plateforme, s'imposa la figure d'un homme-oiseau, une divinité liée au ciel, à la mer, aux oiseaux migrateurs qui revenaient chaque année pondre sur les îlots au large de la côte. Ce culte ne se célébrait plus devant des géants immobiles. Il se jouait dans une compétition, une épreuve annuelle où des hommes se mesuraient pour conquérir un privilège sacré. Le centre du pouvoir spirituel se déplaça. Il quitta les plateformes côtières, les autels des ancêtres, pour se fixer en un lieu nouveau, un village cérémoniel perché sur le rebord d'un cratère, tourné vers l'océan et vers les îlots où nichaient les oiseaux. Le monde religieux de l'île pivota tout entier, des morts vénérés vers une divinité vivante et volante. Dans ce basculement, les géants n'avaient plus de place. Ils devinrent les symboles d'un ordre révolu, les monuments d'une foi que l'on abandonnait, et il est probable qu'une part de leur chute fut un acte délibéré, chargé de sens. Renverser le géant d'un clan rival,
C'était abattre son ancêtre, briser sa force, humilier sa lignée dans ce qu'elle avait de plus sacré. Dans un temps de tension et de rivalité, jeter à terre le colosse d'un adversaire équivalait à le frapper au cœur. On ne se contentait pas toujours de le coucher. Il arrivait qu'on dispose une pierre à l'endroit précis où tomberait le cou du géant, de manière à ce qu'il se brisât net dans sa chute, décapité sur le sol. La statue n'était pas seulement abattue, elle était exécutée. Toutes les chutes, pourtant, ne portent pas la marque de la main humaine. Certains géants semblent être tombés autrement, et l'île elle-même a pu jouer son rôle dans leur ruine. Cette terre est née du feu, posée sur une zone où la croûte du globe travaille et tremble. Des secousses ont pu ébranler les plateformes, déséquilibrer les colosses dressés, en précipiter certains au sol sans qu'aucune main ne les touche. La manière dont quelques statues gisent, la façon dont elles se sont brisées, s'accordent avec une chute provoquée par un tremblement plutôt que par des cordages. Le renversement des géants ne fut donc pas un événement unique et simple. Il mêla la volonté des hommes et la colère de la terre, le geste délibéré des clans et les convulsions du sol volcanique. Plusieurs forces conjuguées couchèrent les ancêtres, chacune ajoutant sa part à l'effondrement d'un monde. Se tenir aujourd'hui devant une plateforme non restaurée, c'est contempler cette catastrophe figée. Les géants y reposent encore tels qu'ils sont tombés il y a des siècles. Des masses de tufs renversés, à demi enfouis dans l'herbe, le visage contre la terre. Des coiffes rouges détachées, roulées à quelques mètres, comme des couronnes abandonnées. Des coups brisés, des torses fendus, des orbites vides désormais tournées vers le ciel ou plaquées au sol. Le vent passe sur ces ruines sans rien y trouver qui l'arrête. Le silence y est d'une autre nature que dans la carrière. Là-haut, dans le cratère, les géants inachevés semblaient endormis, en attente. Ici, devant les plateformes abattues, ils semblent morts. On ne ressent plus la veille paisible des ancêtres tournés vers leur champ, mais le poids d'un effondrement, la trace d'une foi renversée avec ses idoles. Ce ne sont plus des gardiens, ce sont des vaincus. Ainsi s'acheva l'ère des géants, non par un cataclysme soudain venu tout emporter, mais par un lent glissement des croyances, un basculement d'un culte vers un autre, aggravé par les secousses d'une terre instable. Les ancêtres de Pierre, qui avaient régné des siècles durant sur les rivages de l'île, tombèrent un à un, abandonnés par ceux-là même qui les avaient vénérés. Leurs regards de corail s'éteignirent, leurs coiffes roulèrent dans la poussière, et le silence se referma sur les plateformes désertées. Le peuple de l'île n'avait pas disparu. Il vivait encore, il priait encore, mais il priait désormais un autre Dieu, tourné vers l'océan et vers les oiseaux, le dos définitivement tourné aux géants couchés. Tous les colosses que l'on voit aujourd'hui debout sur leur plateforme ont été relevés bien plus tard, au XXe siècle et au-delà, patiemment redressés par des archéologues venus rendre leur verticale à des géants tombés depuis des générations. Ce que le visiteur contemple désormais n'est pas l'œuvre intacte d'un peuple disparu, mais une résurrection tardive, un relèvement opéré par d'autres mains des siècles après la chute. Et si cette chute a longtemps nourri le récit le plus sombre que l'on ait fait de l'île, celui d'une civilisation qui se serait détruite elle-même, ce récit se heurte aujourd'hui à une contradiction que la science n'a cessé de creuser, car l'histoire d'un peuple qui aurait scié la branche sur laquelle il vivait pourrait bien n'être, elle aussi, qu'une légende. Il existe un récit sur cette île qui a fait le tour du monde, un récit si frappant qu'il est devenu une leçon universelle, répétée dans les livres, les écoles, les discours. Il raconte l'histoire d'un peuple qui aurait dévoré son propre monde. Ce peuple, obsédé par ces géants de pierre, aurait abattu jusqu'au dernier les grands arbres de son île pour les ériger et les déplacer. À force de raser la forêt, il aurait épuisé le sol, tari les sources, ruiné la terre nourricière. Alors serait venue la famine, les guerres, le chaos, et pour finir l'effondrement d'une population entière, réduite de plusieurs milliers d'âmes à une poignée de survivants. L'île déboisée, nue, hérissée de statues muettes, offrirait ainsi le spectacle glaçant d'une civilisation qui se serait suicidée en détruisant son environnement. Un avertissement de Pierre adressé à l'humanité tout entière. Ce récit est puissant, il est séduisant, il tombe juste à une époque où nous craignons pour notre propre planète. Et il est aujourd'hui contredit, pièce après pièce, par tout ce que la science est venue exhumer du sol de l'île. L'histoire du suicide écologique, longtemps tenue pour vérité, se défait sous le regard les chercheurs comme un tissu trop tendu. Non que l'île n'ait jamais changé. Sa forêt de palmiers géants a bel et bien disparu, cela ne fait aucun doute.
Mais entre la disparition des arbres et l'effondrement d'un peuple, le lien de cause à effet, ce lien que l'on croyait évident, ne résiste pas à l'examen. La première fissure était déjà apparue plus tôt, et elle vaut d'être rappelée ici dans toute sa portée. Le récit du suicide reposait tout entier sur une idée précise. Pour déplacer les géants, il aurait fallu des rondins par milliers, donc raser la forêt. Le transport des colosses aurait été le grand dévoreur d'arbres. Or, cette prémisse s'est effondrée. La méthode véritable, celle de la marche verticale, ne réclamait presque pas de bois. Quelques cordes, une poignée de personnes, et le géant avançait de lui-même. Le premier moteur supposé de la déforestation, le halage de statues couchées sur des rondins, n'a jamais existé. On avait bâti tout un récit de catastrophe sur une méthode de transport imaginaire. En rendant aux géants leur marche, la science a retiré au mythe du suicide son ressort principal. Restait la question du peuple lui-même. Ce peuple s'était-il multiplié à l'excès, jusqu'à une masse ingérable, avant de s'effondrer dans la famine? Le récit parlait d'une population qui aurait culminé à 15 000 personnes, ou davantage, avant de sombrer. C'est ici qu'une seconde découverte a renversé le tableau, et elle est venue du sol lui-même, de cette terre pauvre et volcanique que les habitants avaient dû apprivoiser. On a étudié de près les jardins de pierre, ces surfaces où les insulaires brisaient la roche pour féconder le sol et cultiver de quoi vivre. En mesurant leur étendue réelle sur l'ensemble de l'île, en calculant ce que cette agriculture pouvait produire, les chercheurs ont abouti à un chiffre sobre et sans appel. L'île ne pouvait tout simplement pas nourrir 15 000 personnes. Sa capacité véritable tournait autour de 3 000 âmes. Le peuple pléthorique du récit, cette foule qui aurait épuisé ses ressources par son nombre, n'avait jamais existé. La terre n'aurait pas pu le porter. La preuve décisive, pourtant, attendait ailleurs, inscrite dans la chair même des anciens habitants. En l'an 2024, une équipe de généticiens a séquencé le génome complet de 15 insulaires ayant vécu sur l'île au cours des derniers siècles. En reconstituant à partir de leur code génétique l'évolution de la population à travers le temps, les chercheurs cherchaient la trace d'un effondrement. Un effondrement brutal laisse dans les gènes une signature reconnaissable, un rétrécissement soudain, un goulot d'étranglement où la population se réduit d'un coup à quelques survivants. Or, cette signature, ils ne l'ont pas trouvée. Nulle part. Le génome des anciens insulaires ne raconte aucun effondrement soudain avant l'arrivée des Européens. Il raconte au contraire une population modeste et stable qui croît lentement, régulièrement, sans crise, jusqu'au XIXe siècle. Le suicide écologique, s'il avait eu lieu, aurait dû marquer les gènes au fer rouge. Les gènes disent qu'il n'a pas eu lieu. Ce que révèle la génétique va plus loin encore. Loin de s'être effondré, ce peuple a fait preuve d'une résilience remarquable. Face à une terre ingrate, à une forêt qui reculait, à un environnement transformé, il n'a pas sombré dans le chaos. Il s'est adapté. Il a inventé ses jardins de pierre, ajusté son nombre aux ressources de l'île, trouvé un équilibre durable sur l'un des lieux les plus isolés et les plus pauvres de la planète. Là où le mythe voyait une descente aux enfers, les faits montrent une réussite. Une petite société stable, ingénieuse, capable de tenir des siècles sur un caillou battu par les vents sans s'autodétruire. Le changement de l'environnement fut réel, mais il ne fut pas une catastrophe subie. Il fut un défi relevé. Se tenir aujourd'hui au milieu de ces anciens jardins de pierre, c'est lire dans le sol le démenti du mythe. Le sol est semé d'éclats de roches volcaniques, dispersés à la main il y a des siècles, encore visibles sous l'herbe rase. Rien ici n'évoque la ruine ou la panique. Tout parle au contraire de patience, de méthode, d'un travail obstiné pour arracher la vie à une terre avare. On marche sur les traces d'une intelligence agricole, non sur les décombres d'une folie. Le vent balaie la pente, l'océan gronde au loin, et la pierre brisée sous les pieds raconte non la fin d'un monde, mais l'effort quotidien d'un peuple pour durer. L'image d'une île martyre de sa propre démesure se dissout dans ce paysage sobre et travaillé. Alors il faut se demander d'où vient la mort qui a bel et bien frappé ce peuple. Car il est vrai qu'après avoir été des milliers, les habitants de l'île se sont retrouvés, au tournant du XXe siècle, réduits à quelques centaines. Cet effondrement-là a existé. Mais il n'a rien d'un suicide. Il n'est pas né de la déforestation ni de l'excès de statues. Il est venu de l'extérieur, du grand large, avec les navires. La génétique le montre sans ambiguïté. Le véritable écroulement de la population ne commence pas dans les siècles obscurs de l'île isolée, mais après le contact avec le monde extérieur,
quand des forces venues d'ailleurs se sont abattues sur ce peuple qui, jusque-là, avait tenu bon. Le récit du suicide écologique s'effondre ainsi sur toute la ligne, une méthode de transport qui n'exigeait pas la forêt. Une île incapable d'avoir jamais nourri les foules du mythe. Des gènes qui ne gardent nulle trace d'un effondrement avant les navires. Et une capacité d'adaptation qui, loin de la catastrophe, force l'admiration. Ce peuple n'a pas scié la branche sur laquelle il vivait. Il a survécu, des siècles durant, là où presque personne n'aurait tenu. La leçon de l'île n'est pas celle d'une civilisation qui se détruit elle-même. C'est celle d'une civilisation que l'on a longtemps accusée à tort et dont la véritable épreuve n'est pas venue de ses propres mains, mais de voiles apparus un jour à l'horizon. La véritable épreuve de l'île n'est pas née de ses géants, ni de sa forêt disparue, ni d'une folie intérieure. Elle est arrivée par la mer, à bord des navires, sous la forme de voiles apparus un jour à l'horizon. Ce jour-là, ce dimanche de Pâques de l'an 1722, quand le premier navigateur européen jeta l'ancre au large de la côte, il ne trouva pas un peuple mourant. Il trouva une société vivante, des habitants en bonne santé, des géants encore debout devant lesquels on se prosternait. L'île isolée avait tenu bon pendant des siècles. C'est le contact avec le monde extérieur qui allait, lentement d'abord, puis avec une brutalité foudroyante, précipiter sa chute. Le mécanisme de cette chute fut double, et il n'eut rien à voir avec les statues. Le premier fléau fut invisible. Avec les navires vinrent les maladies, ces germes contre lesquels un peuple isolé depuis des siècles n'avait développé aucune défense. Un peuple qui n'a jamais rencontré certaines infections ne possède pas dans son sang les protections que d'autres populations ont acquises au fil de longues expositions. Les maladies apportées par les visiteurs, bénignes parfois pour ceux qui les portaient, se révélèrent dévastatrices pour les insulaires. Elles se répandirent sans obstacle, fauchant des vies que rien ne préparait à leur résister. Ce premier fléau ne se voyait pas, ne se combattait pas, ne se comprenait pas. Il frappait, simplement, et l'île commença de se vider. Le second fléau, lui, portait un visage humain, et il fut plus impitoyable encore. Dans les années 1860, des navires vinrent sur ces côtes non pour explorer, ni pour commercer, mais pour capturer. Des expéditions organisées débarquèrent pour enlever les habitants et les emmener travailler de force, au loin, dans des mines et des exploitations du continent. Ces rafles arrachèrent à l'île une part immense de sa population, emportant les hommes valides, les chefs, et parmi eux ceux qui détenaient le savoir. Car en enlevant les sages, les maîtres, les gardiens de la mémoire, ces rafles ne volèrent pas seulement des bras, elles volèrent la connaissance elle-même. Le petit nombre de captifs qui revinrent un jour sur l'île ne rapportèrent pas seulement leurs souffrances. Ils rapportèrent aussi les maladies contractées en captivité qui achevèrent de dévaster ce qui restait de la population. En quelques années, un peuple qui se comptait par milliers fut réduit à quelques centaines d'âmes. C'est là que se noue l'une des pertes les plus irréparables de toute cette histoire. Parmi le savoir englouti dans cet effondrement se trouvait la clé d'un mystère qui résiste encore aujourd'hui. Cette île possédait quelque chose d'unique dans tout le Pacifique, une écriture. Sur des tablettes de bois, les insulaires avaient gravé de longues lignes de signes minuscules, des figures alignées avec soin, alternant leur sens d'une ligne à l'autre, un système de symboles d'une complexité manifeste. Nulle autre société polynésienne n'avait développé pareille chose. Ces tablettes couvertes de glyphes témoignent d'une civilisation qui non seulement dressait des géants, mais consignait, notait, inscrivait. Et lorsque les rafles emportèrent ceux qui savaient lire ces signes, elles emportèrent avec eux la capacité de les comprendre. Les rares érudits de l'île qui connaissaient le secret des tablettes disparurent, et avec eux s'éteignit le sens de leur écriture. Depuis, ces signes gardent leur silence. Des chercheurs venus du monde entier se sont penchés sur les tablettes rescapées, s'efforçant de percer leur code, de retrouver ce que ces lignes de symboles voulaient dire. Parmi eux figurèrent des savants de langue française, attirés par l'énigme de cette écriture perdue au bout du monde. Mais malgré des générations d'efforts, malgré les méthodes les plus modernes, le sens des glyphes demeure hors d'atteinte. On ignore encore s'ils formaient une véritable écriture capable de noter la langue, ou un autre système de mémoire. Le savoir qui les animait s'est éteint avec les hommes que l'on a arrachés à l'île. Ce que ces tablettes racontaient, sur les géants, sur les ancêtres, sur l'histoire du peuple qui les grava, s'est peut-être perdu à jamais dans les cales des navires négriers. L'île n'était pourtant pas totalement fermée au monde avant ce désastre,
Quelques figures venues d'ailleurs y séjournèrent et laissèrent des traces précieuses. Un missionnaire français s'installa sur l'île au cours de ces années sombres du XIXe siècle. Il vécut parmi les insulaires, partagea leur quotidien et laissa l'une des premières descriptions détaillées de leur vie, de leurs coutumes, de ce qui subsistait alors de leur monde. Son témoignage compte parmi les rares fenêtres ouvertes sur l'île au moment même où sa société ancienne vacillait. À travers ses yeux, on entrevoit une culture encore vivante, déjà blessée, sur le point de basculer. Ce regard extérieur, malgré ses limites, fait partie du peu qui nous reste de la mémoire directe de ce peuple à l'orée de sa plus grande épreuve. Se tenir aujourd'hui au bord de l'océan, face à cette immensité d'eau qui isole l'île de tout, c'est mesurer la cruelle ironie de son histoire. Pendant des siècles, cette distance fut une protection. Les milliers de kilomètres d'eau qui séparaient l'île du reste du monde l'avaient tenue à l'abri, préservée, autonome. Le peuple y avait prospéré précisément parce que rien ne l'atteignait. Puis, en l'espace de quelques générations, cette même distance se retourna contre lui. Ce qui l'avait protégé le rendit sans défense. Les maladies contre lesquelles l'isolement l'avait laissé vulnérable, les navires qu'il ne pouvait ni repousser ni fuir, tout ce contre quoi l'océan l'avait longtemps abrité, déferla d'un coup, et l'île n'avait nulle part où se cacher. L'eau qui grondait au pied des géants, jadis rempart, devint la route de sa perte. Ainsi tombe la dernière pièce du récit véritable. La civilisation de l'île ne s'est pas détruite elle-même. Elle a été frappée du dehors, par des germes et par des hommes, à un moment où elle vivait encore, où ses champs produisaient, où sa population tenait bon. Le peuple qui avait fait marcher des montagnes, dresser des ancêtres de pierre, inventer une écriture unique et cultiver la vie sur un caillou perdu, ce peuple n'a pas succombé à sa propre démesure. Il a été terrassé par des forces venues de l'horizon, contre lesquelles ni son ingéniosité ni ses géants ne pouvaient rien. Et si les descendants de ces bâtisseurs vivent encore aujourd'hui sur leur île, gardiens d'une mémoire meurtrie mais vivace, c'est le signe même que l'histoire du suicide était fausse. Ce peuple n'a pas disparu de sa propre main. Il a survécu, malgré tout, à la catastrophe venue de la mer. Reste alors la question de ce qu'il advient aujourd'hui de ces géants, relevés un à un après des siècles couchés dans l'herbe, et des menaces nouvelles qui pèsent sur eux. Car l'histoire de l'île ne s'est pas arrêtée à la chute de son peuple ancien. Elle continue, sous nos yeux, dans le combat pour sauver ce qui reste de ces colosses de pierre. Sur une plateforme battue par les vents de la côte se dressent aujourd'hui 15 géants, alignés épaule contre épaule, tournés vers l'intérieur des terres. Au lever du soleil, leur silhouette massive se découpe en noir sur le ciel qui s'embrase, et le spectacle coupe le souffle à quiconque le contemple. C'est l'image même de l'île, celle qui fait le tour du monde. Mais cette rangée de colosses debout n'est pas un héritage intact. Il y a un siècle à peine, ces mêmes géants gisaient à terre, renversés, brisés, à demi enfouis dans l'herbe depuis des générations. Ce que le visiteur admire aujourd'hui n'est pas la survivance d'un monde ancien. C'est une résurrection, patiemment accomplie par des mains venues longtemps après la chute. Le relèvement de ces géants fut une entreprise en soi, un travail d'archéologie et d'ingénierie mené au XXe siècle. Il fallut redresser des masses de plusieurs dizaines de tonnes, les remettre d'aplomb sur leur plateforme, parfois recoller ce que la chute avait fracturé. Pour l'une des grandes plateformes, celle qui porte aujourd'hui 15 colosses, l'effort dura des années et mobilisa des moyens considérables. On releva les géants un à un, on les réinstalla dans leur alignement d'origine, tournés comme jadis vers la terre de leurs anciens clans. Là où le visiteur croit voir un monument figé depuis toujours, il contemple en réalité une reconstruction récente, l'œuvre de ceux qui ont voulu rendre à l'île le visage de sa splendeur perdue. Chaque géant debout est une victoire arrachée à l'oubli. Mais à peine relevés, ces colosses se retrouvent aujourd'hui menacés par des forces nouvelles. La pierre dont ils sont faits, ce tuf tendre qui permit jadis de les sculpter avec des outils de basalte, est aussi leur faiblesse. Cette matière poreuse et fragile s'érode, s'effrite, boit l'humidité et se délite lentement sous l'assaut du temps, du sel et du vent. Les visages que nous admirons s'adoucissent d'année en année, leurs traits s'estompent, rongés par l'air marin. La tendresse de la pierre, qui fut un jour la condition même de leur existence, précipite désormais leur lente disparition. Ce qui rendit les géants possibles les rend aujourd'hui vulnérables. À cette érosion silencieuse s'ajoutent des menaces plus brutales. En l'an 2022, un incendie ravagea une partie de l'île,
courant sur des dizaines d'hectares jusqu'aux abords de la carrière où dorment les géants inachevés. Les flammes léchèrent le tuf, et la chaleur laissa sur certaines statues des dommages jugés irréversibles. Le feu marqua la pierre, la fissura, altéra sa surface à jamais. D'autres périls guettent, plus lents mais plus vastes encore. La montée des eaux menace directement les plateformes côtières. Des modélisations avancent que d'ici la fin du siècle, les vagues nourries par l'élévation du niveau de la mer pourraient venir frapper certaines des plateformes les plus célèbres, et avec elles, des dizaines de trésors dressés au bord du rivage. L'océan qui apporta jadis la catastrophe humaine menace désormais d'engloutir les géants eux-mêmes. Se tenir aujourd'hui sur cette île, entre les colosses relevés et ceux qui gisent encore, c'est éprouver le poids d'un héritage fragile. La fragilité même des géants s'est parfois révélée dans des incidents qui frappent les esprits. Un visiteur brisa un jour un morceau d'un colosse et se vit infliger une lourde amende ainsi que l'interdiction de revenir sur l'île. Une autre fois, un véhicule échappé à tout contrôle dévala une pente et vint percuter une statue, la détruisant. Ces accidents rappellent une vérité brutale. Ce qui a traversé des siècles, ce que la chute et le temps ont épargné, peut disparaître en un instant par une négligence, une flamme, une vague. Les géants ont survécu à la ruine de leur peuple. Rien ne garantit qu'ils survivront aux nôtres. Et pourtant, malgré les flammes, l'érosion et la mer, les géants tiennent encore. Ils se dressent toujours au bord de la terre, tournés vers l'intérieur, veillant sur une île qui n'a pas oublié qui les a faits. Car les descendants de ces bâtisseurs vivent aujourd'hui parmi eux, gardiens d'une mémoire meurtrie, mais vivante. Ce peuple que l'on a longtemps cru disparu n'a jamais cessé d'exister. Il porte encore la langue, les traditions, le lien avec ses ancêtres de pierre. Les géants ne sont pas pour lui des vestiges archéologiques, ni des attractions. Ils sont ses aïeux, ses visages vivants, la présence continue de ceux qui l'ont précédé. Et c'est peut-être là le plus grand démenti à toutes les légendes de mort et de disparition. Le peuple des géants est toujours là. Au terme de ce voyage, une question demeure ouverte, et c'est celle qui a hanté cette île depuis le premier navire venu d'Europe. Non pas comment les géants ont marché, car cette énigme a trouvé sa réponse dans la forme des statues et la mémoire de ceux qui les taillèrent. Non pas pourquoi ils regardaient les terres, ni pourquoi on les a renversés, car ces mystères se sont éclairés à mesure de l'enquête. La question qui reste, la vraie, la dernière, est celle de la mort de cette civilisation. Et sur ce point, la science elle-même n'a pas tranché d'une seule voix. Deux récits s'affrontent encore. Le premier tient que ce peuple a précipité sa propre chute, qu'à force de transformer son île, d'épuiser sa terre, de déchirer ses clans dans des rivalités sans fin, il aurait creusé le lit de son déclin avant même que les navires n'arrivent. Selon cette lecture, la catastrophe couvait de l'intérieur, et le contact avec l'extérieur n'aurait fait que porter le coup de grâce à une société déjà fragilisée. Le second récit, porté par les découvertes les plus récentes, affirme au contraire que rien de tel n'a eu lieu, que le peuple vivait stable et résilient jusqu'au jour fatal, et que sa perte fut entièrement l'œuvre de forces venues du dehors, maladies et rafles, sans lesquelles il aurait continué de prospérer. Entre ces deux visions, la preuve définitive manque encore. Les gènes penchent d'un côté, mais reconstituer l'histoire exacte d'un peuple à partir de fragments demeure d'une difficulté extrême. Et le débat, loin d'être clos, se poursuit aujourd'hui entre les chercheurs. C'est à vous, désormais, de peser les deux récits. D'un côté, l'idée d'une civilisation qui aurait porté en elle les germes de sa perte. De l'autre, celle d'un peuple innocent de sa propre chute, frappé par la seule fatalité du contact. Ces géants de pierre, dressés au bout du monde, gardent le silence sur ce qui a emporté ceux qui les firent. La réponse, s'il en existe une, se cache peut-être encore dans le sol de l'île, dans des tablettes que nul ne sait plus lire, ou dans la mémoire d'un peuple qui n'a jamais disparu. Dites en commentaire quelle version emporte votre conviction, et pourquoi. Car sur cette île de géants marcheurs et d'ancêtres tournés vers la terre, la plus grande énigme n'est pas celle de la pierre, c'est celle des hommes.